Entre les vignes cette semaine, c'est tout d'abord la région savoyarde qui nous accueille pour visiter le domaine Les Fils de René Quesnard. Puis nous irons dans le Val-de-Loire, découvrir le domaine du Viking. Et avant de faire une jolie balade dans le Médoc, vous retrouverez Olivier, votre chef, et Guilherme, votre sommelier. Et tout de suite, la question de la semaine posée à Jacques Legros de terreesvigne.com. Bonjour, que pensez-vous des vins des autres pays? Alors pour répondre à votre question, il faut rappeler qu'un vin, c'est l'association d'un cépage, d'un terroir, d'un savoir-faire bien évidemment, et puis d'un climat. On n'est pas tous logés à la même enseigne dans ce domaine. Alors par rapport aux autres vins, aux vins du Nouveau Monde comme on dit, souvent le savoir-faire, les autres l'ont aussi, il n'y a pas que les Français qui l'ont. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes œnologues ou maîtres de chais ont été formés en France, à l'université de Bordeaux par exemple, et partent ensuite trouver du travail à l'étranger parce que oui, c'est plus facile là aussi dans le domaine du vin de trouver du travail à l'étranger. Et donc ils partent avec un certain nombre de connaissances et puis surtout une culture du vin que n'ont pas forcément les vignerons des autres pays du monde. Le deuxième point commun que nous avons avec les autres vins, ce sont les cépages. Alors je vais prendre l'exemple du Malbec. Le Malbec, on sait bien qu'il est argentin, mais sa matrice, son pays d'origine, c'est quand même la région de Cahors. Ces cépages-là donc vont donner des vins avec une même typicité, mais avec quand même de grandes différences en fonction du savoir-faire et en fonction, j'y viens, du terroir. Parce que le terroir, c'est un peu la richesse française. Sans faire du cocorico un peu trop fort, je dirais que la France est sans doute le pays du monde où il y a plus de variétés de terroirs, donc aussi de variétés de cépages et donc de variétés de vins. Donc sur la variété, on est imbattable. N'oublions pas que plein de terroirs de par le monde existent. En Chine, on trouvera, c'est sûr, des terroirs équivalents aux terroirs français. Déjà en Syrie, au Liban, en Turquie, autour de la mer Noire, on trouve des terroirs absolument magnifiques qui, dans quelques années, donneront des vins à la hauteur de nos grands Bordeaux, de nos grands Bourgogne ou d'autres vins réputés français. Donc, les vins du Nouveau Monde sont d'excellents vins aujourd'hui, mais une petite condition, mettez le prix, parce que sinon vous risquez, avec le coût du transport, etc., d'avoir des vins un peu bas de gamme. Si vous mettez le prix, vous aurez d'excellents vins. Le domaine Les Fils de René Quesnard se situe en Savoie, sur la commune de Chinin plus précisément. Et vous verrez que c'est un très beau vignoble de 18 hectares qui a même été racheté par Claire Tétinger en 2008. C'est un domaine, donc Les Fils de René Quesnard, qui a été créé par René Quesnard, et donc les fils ont récupéré le domaine 40 ans peut-être maintenant, et le domaine a été revendu en 2008, donc acheté par Claire Tétinger, et donc depuis 2008 c'est moi qui vinifie le vin au domaine. C'est un domaine qui fait à peu près 18 hectares plantés de bergerons, Chignien bergerons surtout, sur 11 hectares. Ensuite on a 4 hectares de Chignien cépage jacquère et 3 hectares de rouge répartis sur les cépages Gamay, Pinot et Mondeuse. Je vinifie chaque parcelle séparément, donc une cuve ce sera une parcelle. Et c'est au moment de la mise en bouteille où je vais jouer justement avec toutes ces cuves pour faire des assemblages et faire une cuvée définie. Et donc chaque parcelle va apporter sa typicité et on va pouvoir jouer pour faire un équilibre et un vin complexe. C'est un domaine qui change de visage, c'est sûr. Déjà au niveau du vignoble, on a 11 hectares de bergerons maintenant. Donc on fait partie des gros producteurs de Chignien bergeron. Et puis dans la cave, forcément modernisé au niveau de l'équipement, au niveau de la cuverie, au niveau des pompes. Tout le matériel est mis à neuf au fil des ans. Alors le Chignien bergeron, la bergeronnelle,
millésime 2009. Donc là déjà on voit, c'est une couleur vraiment jaune dorée, brillante. On est sur des notes d'abricot, marquées un peu par le côté légèrement fumé qu'on retrouve un peu sur tous nos vins, qui est typique du terroir. Alors étant donné que c'est un vin puissant, ça va pouvoir supporter quand même des plats assez riches, des viandes blanches en sauce, ou alors après il y en a certains qui adorent le prendre juste à l'apéritif, tout simplement, sans rien comme ça. Étant donné que c'est riche et que ça reste assez fin, on peut aussi aller sur des choses assez élégantes comme des noix de Saint-Jacques, des poissons très fins, ça va très bien aussi. Un vin quand même abouti, où on a cherché quand même la qualité, on a poussé la qualité jusqu'au bout, aussi bien à la vigne qu'à la cave. Donc c'est vrai que la critique des vins de Savoie, là, elle n'a pas lieu d'être, parce qu'on sait faire des vins excellents qui se boivent avec autre chose que de la fondue ou de la raclette. On quitte ce prestigieux domaine de Savoie pour retrouver notre prestigieux sommelier Guilherme. Merci beaucoup, je suis très flatté. Alors aujourd'hui, je voulais parler on a parlé il y a quelques semaines du cépage chardonnay. Je voulais mettre l'accent aujourd'hui pour parler du cépage sauvignon. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on utilise le sauvignon, par exemple? Dans les graves. Oui, Voilà, pour en faire du sauterne. Exactement. Mais alors dans Et ces un peu cas-là... plus haut dans la France. Il faut que je reprenne des cours particuliers avec toi, Guilherme, parce que il n'y a aucun problème. J'ai été à l'école du vin, mais j'ai oublié pas mal de choses. Donc, On verra ça ensemble, il n'y a aucun souci. Effectivement, dans les graves, ça a apparu au début du XVIIIe siècle, quelque chose comme ça, avec notamment, donc, comme tu l'as dit, sur les appellations sauternes, tu vas le retrouver sur les appellations barzac, sur des vins secs plutôt Pessac-Léognan, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des vins qu'on appelle plutôt moelleux, liquoreux, qui sont assemblés aussi avec un autre cépage autochtone qui est le sémillon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sauvignon est appelé aussi donc sauvignon blanc. Il a une autre variante qui est le sauvignon gris, avec une peau un peu plus rosée, qui est utilisée plus pour des vins justement moelleux, liquoreux, toutes ces choses-là. Une étude a prouvé que le Cabernet Sauvignon venait justement des cépages Cabernet Franc et le Sauvignon. Donc pour donner un raisin rouge, si tu veux, il vient d'un cépage rouge et d'un cépage blanc, qui est plutôt une chose atypique. D'ailleurs, est-ce que tu sais où on retrouve le Cabernet Sauvignon? Bordeaux. Exactement. Donc tu vois, tout ça, c'est lié entre Cabernet Franc, Sauvignon, Cabernet Sauvignon. T'as vu, j'ai eu peur de répondre. Hein. Exactement. Et alors donc tu me disais qu'on retrouve aussi le Sauvignon dans la vallée de la Loire, Oui. notamment sur des appellations prestigieuses comme Sancerre ou encore Pouilly-Fumé, où là il sera beaucoup plus travaillé sur le côté un peu plus sec. D'ailleurs ça se voit avec le climat parce qu'on est au nord de la France, donc on va donner des vins plutôt secs, assez froids. Dans le sud, donc le sud-ouest comme on vient de le dire, ou en tout cas la région de Grave, on va travailler un peu plus le sucre parce qu'il y a un peu plus de soleil qui donne de l'alcool, le sucre qui va justement se transformer en alcool. Donc sur des appellations du type Sauterne ou Barzac. Si je te dis Bourgogne, tu penses à quoi comme cépage? Chardonnay. Eh ben, il y a une toute petite appellation qui s'appelle Saint-Brice, mais c'est anecdotique, hein, c'est à peine 100 hectares. Qui produit du Sauvignon. Tu m'apprends quelque chose. C'est encore une fois assez atypique. Pour te donner une idée, donc c'est 14 000 hectares d'implantation en France, le Sauvignon. Quand même. Et en termes culturels, c'est un cépage plutôt assez vigoureux, mais et peu fertile. Il y a un autre petit souci, c'est que c'est un cépage assez fragile et il craint les maladies. Ce qui fait qu'il n'a pas connu le même essor que le chardonnay à l'étranger, si tu veux. Mais il est quand même travaillé dans divers pays aux quatre coins de la planète. Est-ce que tu saurais me dire quelques pays par hasard? Ah bah j'imagine l'Afrique du Sud, Ouais. Voilà, l'Afrique du Sud, la Californie. Exactement, la Californie, la Chili, Voilà. l'Australie, Voilà. la Nouvelle-Zélande. Parfait. Et en Europe, il n'y a que moi qui travaille du coup. Et en Europe, tu saurais me dire un pays qui l'utilise beaucoup?
Ah, arrête, l'Allemagne? L'Italie. Non, l'Italie, Le mais nord de oui, l'Italie évidemment. particulièrement. Si tu veux, en termes aussi aromatiques, c'est un cépage donc assez sec, assez fin, très élégant, sur des notes un peu florales ou exotiques. Et d'ailleurs, en termes d'accords, je recommande plus sur, par exemple, des carpaccio de poissons ou des huîtres, par exemple. C'est un très bel accord. Tu prends un Sancerre avec des huîtres, c'est absolument fantastique. Ou sinon, sur tout ce qui est produit de la mer, c'est un accord relativement judicieux. Guilherme est fantastique. Grâce à lui, le Sauvignon n'a plus de secret pour nous. Merci Guilherme. Merci à toi. Alors maintenant, c'est moi qui vais t'apprendre quelque chose. Enfin, bon, je sais que je t'apprendrai rien finalement. On parlera aussi d'un cépage, du chenin, qui se trouve cette fois-ci dans le Val de Loire, à Reny plus précisément, au domaine Viking. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant comme nom, le domaine Viking, non? Oui, d'ailleurs, je veux t'arrêter juste 2 secondes parce que là-bas, ils disent pas chenin, ils disent chenin. Chenin. Alors, nous allons parler du cépage chenin au domaine Viking. Et les propriétaires de cette exploitation vous ont réservé une anecdote assez amusante à ce sujet. Regardez. Je suis Françoise Lhomme, je suis viticultrice, la 6e génération de la famille, et je travaille au domaine du Viking. Nous sommes installés sur la commune de Reny, qui est une commune du Val-de-Loire, de l'appellation Vouvray, pas très loin donc du fleuve. Je m'appelle Lionel Gauthier et je travaille avec mon épouse Françoise Lhomme sur le domaine du Viking. Et le domaine du Viking, en fait, c'est entre guillemets notre nom de scène parce que je m'appelle Gauthier et non pas Viking. Quand je suis arrivé dans la région de Vouvray, les collègues vignerons de l'appellation m'ont surnommé le Viking parce que je suis le seul blanc de l'appellation. Alors nous avons 17 hectares de vignes, représentant en gros une trentaine de parcelles. Tout, évidemment, comme nous sommes dans l'appellation Vouvray, c'est 100% chenin. Nous, on travaille que ce cépage-là. D'abord, ça fait partie de l'appellation, c'est le cépage unique autorisé pour faire du Vouvray. Et une des particularités des vignes de Reny, c'est d'être sur des terrains les plus difficiles de l'appellation Vouvray, parce qu'on est sur des terrains très argiles et surtout beaucoup de silex, ce qui a pour conséquence d'avoir des vins un petit peu plus acidulés que dans le reste de l'appellation. Quand on sort du vignoble, quand c'est la période des vendanges, parce que nous faisons les vendanges à la main, nous ramenons, j'ai dit tout à l'heure que tout notre vignoble était sur Reny, donc c'est vite fait de ramener avec les remorques et le tracteur le raisin cueilli par les vendangeurs. Nous les mettons directement dans le pressoir et sortis du pressoir, les jus de raisin, je les mets soit dans les fûts, soit dans les cuves inox. En fait, le choix se fait suivant la qualité des raisins que l'on a ramassés. Nous sommes arrivés dans la cave de vieillissement des vins du domaine. Alors une cave creusée dans le tuffeau. Bon, là c'est tout à fait traditionnel dans la vallée de la Loire parce que du tuffeau il y en a de Angers à Orléans. Et cette cave nous permet, nous, de laisser vieillir nos bouteilles parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Vouvray, qui est un vin blanc, peut vieillir de nombreuses années, surtout quand il est comme ça, sous forme de Vouvray tranquille, c'est-à-dire sans bulles. Donc là, les bouteilles que l'on met là-dedans, suivant les millésimes, on va avoir des secs ou des tendres ou des moelleux suivant la qualité des raisins. Et on peut les laisser vieillir de 2 à plusieurs dizaines d'années sans aucun problème. Et nous faisons aussi vieillir nos Vouvray pétillants, élaborés selon la méthode traditionnelle. Parce que, en fait, le moment où les vins se bonifient, prennent de la qualité, surtout sur les Vouvray pétillants, c'est quand ils sont à ce stade-là, c'est-à-dire en prise de mousse. Donc entre le tirage et le passage sur les pupitres pour le remuage. L'énorme avantage de la cave, c'est dans le tuffeau, c'est qu'elle est continuellement à 95% d'humidité et à 11 degrés de température. Aucune vibration, aucun changement. Et en plus de ça, aucun entretien parce que le tuffeau, il n'y a rien à y faire.
Après tout ce qu'on a vu dans la matinée, la finalité, c'est quand même le vin. Et les 4 cuvées représentatives du domaine sont ces 4-là. Donc il y a dans l'ordre la cuvée de brut non millésimée, donc méthode traditionnelle. On a vu tout à l'heure comment c'était élaboré à la cave. Les Vouvray tranquilles, qui peuvent être soit secs, soit tendres, soit moelleux. Je dis toujours que je ne fais pas du vin, je ne fais que d'interpréter ce que la nature veut bien me donner. On peut faire avec une sorte de raisin un style de vin et non pas n'importe quoi. Bon, tu as vu Olivier, était bien sympa ce petit reportage sur le domaine Viking. Moi j'ai trouvé ça agréable. Bon, alors je te propose un blanc aussi, on va rester dans le blanc, mais plutôt un sud de Bourgogne, Montagny. D'accord. Donc aujourd'hui on va partir sur une recette un peu asiatique avec ce Montagny blanc. Donc on va faire des filets de poulet panés et ensuite on va faire une petite salade, des cœurs de sucrine, petites tomates et une vinaigrette un peu asiatique avec huile de sésame, sauce de soja et du jus de yuzu qui ressemble à un citron. Je connais pas du tout le jus Voilà. yuzu. Je te ferai goûter. Donc ce qui va amener beaucoup de peps justement à la salade et avec le poulet pané ça devrait être sympa. Bah allez on y va parce que j'ai faim. Allez, allons-y. Moi pendant ce temps je vais détailler le poulet. Tu veux que je te coupe l'oignon? Non. Si tu veux me la préparer, oui je veux bien. Juste me la éplucher. La panure, donc un œuf entier et un jaune. Parce que si tu mets que 2 blancs et 2 jaunes, ça se tient un peu moins quand même. On va présaler et prépoivrer un peu. Ah, tu sales et tu poivres la chapelure? Ouais, toujours. Voilà. Mais c'est une texture différente? Oui, c'est une chapelure chinoise. Ah, voilà. Ouais, ouais. Que... Qui est plus, c'est ce qu'on utilise pour faire ce que les Chinois utilisent pour faire les crevettes. Ah, c'est ça en fait. En oui, beignet, oui, voilà. Donc ce sera plus craquant, ce sera plus agréable. Donc là, on la pique par le bout. Ah, j'adore faire ça, ça me rappelle mon enfance. Après, c'est vrai que dans la panure, pour faire un peu plus asiatique, on aurait pu mettre un petit peu de sésame grillé. Dans les boutiques asiatiques, voilà. On pourra trouver le soja, le sésame, tout ce qui est yuzu. Et puis voilà, quelques graines de sésame qu'on fait torréfier un tout petit peu à la poêle, à sec. Et on en rajoute dans la panure, je trouve ça assez sympathique aussi. En fait, tu peux le repasser une deuxième fois aussi. Voilà, pour que ce soit encore plus croustillant. Là, comme il nous reste un peu d'œuf et de panure, au lieu de gâcher, ça fait comme une panure à l'anglaise. Parce que la panure anglaise, on fait farine, œuf, chapelure, œuf, chapelure. Et là, on fait 2 fois œuf, chapelure. Voilà. Donc là, on a mis 8 de beurre. Tu laisses combien de temps dorer? On va laisser dorer, je sais pas, 2-3 minutes de chaque côté, je pense. Je pense qu'il y a 12 752 calories par tranche. Ah, ben ça, hein. Avec toutes ces huiles. Calories. Oui, mais après, on peut le faire avec de l'huile de pépins de raisin, qui est un peu moins... Mais après, je le ferai avec ça, je pense. L'huile d'olive, c'est pas une mauvaise graisse, hein. Non, t'as mis ça de beurre. J'ai mis un petit carré de beurre. Et une tonne d'huile d'olive. Donc là, on met sur un petit papier essuie-tout, voilà, pour enlever un petit peu l'excédent d'huile. Donc on va faire notre petite sauce. Donc je sale un petit peu, un tout petit peu de poivre. Voilà, les petites échalotes qu'on a. Les tomates, tu les coupes? Ça, ouais, on peut les couper en deux si tu veux. Ah ouais, tiens, je vais le faire. Et donc on va mettre un tout petit peu de sésame parce que le sésame c'est très fort. Donc vraiment un tiers, une demi-cuillère à café. C'est juste de l'huile de sésame, c'est ça? Oui, de l'huile de sésame pure. Après soja, on peut mettre un peu plus. On va mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café. Le yuzu, là on va mettre une bonne cuillère. Et après l'huile d'olive donc. Et je pense que 2 grandes huiles d'olive. Voilà. Alors c'est vrai que comme c'est asiatique, on aurait pu briser quelques noix de cajou pour apporter un petit peu de craquant.
J'ai envie de goûter, j'ai le droit ou pas? Attention, Laetitia. Mais tu me l'as jamais goûté. À la Tu sais que je suis gourmande. Allez, un petit bout. Un petit bout. Poulet pané. Ah, mais c'est très bon. C'est Voilà. délicieux. Est-ce qu'on goûte une petite sucrine comme ça? Ah oui, en fait, je suis curieuse. J'aimerais savoir J'aimerais goûter ta sauce en fait. Toi, le sésame. On sent bien le sésame en fait. Ouais, oui, c'est pour ça qu'il faut en mettre. Le sésame, il faut être très délicat avec le sésame. Non, mais c'est parfait là. Il y a un peu, tu sens le yuzu après qui vient. À ce côté citronné, mais avec plus d'acidité que le citron. Mais c'est vrai que ça passera bien avec un bourgogne blanc. Ah ben certainement. Après ce petit voyage en Asie, moi je te propose de partir dans le Médoc. Alors c'est vrai que c'est moins exotique, mais tu verras que c'est très sympa. On va au château d'Arzac rencontrer Philippe Raux, un homme du vin qui allie ses deux passions, évidemment le vin et l'art contemporain. On a fait du château d'Arzac un château d'aujourd'hui et voilà, et par cette démarche on lui a donné une personnalité propre, forte, tant et si bien qu'au fil du temps on a constitué à Arzac un jardin de sculpture qui est très visité puisqu'on reçoit plus de 8000 personnes par an ici qui viennent pour le vin mais aussi pour voir les œuvres d'art. C'est une vieille propriété qui remonte au XIe siècle. La propriété était très importante puisque à la fin du XIXe siècle, on comptait à Arzac 250 hectares de vignes et c'était un des plus gros domaines du Médoc, voire de France. Je suis ravi que les gens viennent pour voir les sculptures parce que c'est une façon aussi d'approcher le vin qui est différente. Ce sont des gens qui, pour la plupart, ne connaissent pas forcément le vin, vous voyez, et je suis ravi que finalement l'art amène au vin. La fresque de Bernard Venet, intitulée Saturation, une œuvre qui met en avant l'inspiration de l'œnologue, l'inspiration qui préside à l'élaboration de tout vin de Bordeaux. Je suis assis sur un pot rouge de Jean-Pierre Reynaud, dont nous avons fait l'acquisition en 2000. L'idée de cet achat, c'était de dire, finalement, notre métier de viticulteur dans le Médoc, il est de faire qu'au moment des vendanges, le raisin soit dans sa meilleure forme. Donc nous nous positionnons comme les jardiniers de la vigne, voilà. Et ce pot rouge, installé au milieu des vignes, eh bien, il illustre notre connaissance de jardinier de la vigne. À présent, à découvrir notre chai à barrique. Dans un parc de plus de 1000 pièces, de plus de 1000 barriques. Le chai à barrique est également un lieu d'exposition. Ici, Jim Dine, un artiste de style pop art. Et les artistes sont pour la grande majorité venus ici. Ils sont contents de nous vendre des œuvres parce qu'ils voient bien que ce que l'on fait à Arzac, c'est une construction en fait. Elles font partie du château, elles font partie de son ADN, de sa personnalité. Donc ça leur plaît beaucoup. Le château dans le Médoc, c'est un concept génial, que la terre viticole du moins nous envie et essaie d'imiter. En revanche, c'est un concept
qui n'a pas évolué. Le château, il existe depuis près de 3 siècles, alors que le public, l'audience des vins de Bordeaux, les consommateurs de vins de Bordeaux, le marché des vins de Bordeaux, lui, c'est tous les jours qu'il évolue. Donc, on s'est dit, ces sculptures, non seulement elles vont donner une vraie personnalité à la propriété, mais également elles vont être la passerelle qui vont le faire entrer dans la modernité. Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et pour un nouveau petit tour de France où nous passerons par le Languedoc, le Vaucluse et la région bordelaise. Olivier, votre chef, Guilherme, votre sommelier et Jacques Legros de terreetvine.com seront bien sûr au rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine. À très vite. Mais on va jamais y arriver, Jacques. Faites sortir, on peut pas se concentrer. Non, mais... Je te propose un voyage le temps, puis à plein de Marseille. Ah mais j'ai pas dit qu'il ressemble à Leonardo DiCaprio. Sinon il faut mettre des lunettes. Hein.